En 1977, l'avenir du salon ouest-allemand fut discrètement vendu à un conglomérat français. Norman avait passé 3 décennies à transformer la ville de Brême en un empire de la télévision. Grâce à des modèles phares comme le Président, ils introduisirent le télécontrôle ultrasonique, une baguette métallique lourde et de haute précision qui commandait comme par magie un synthoniseur motorisé à l'autre bout de la pièce. Mais face au coût de recherche écrasant de la microélectronique couleur, la famille Mende céda son indépendance stratégique à Thomson Brandt. Des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs locaux se retrouvèrent soudainement sous les ordres de Paris. Le paradoxe était absolu. L'emblème Norman restait sur les meubles en bois haut de gamme. Les lourdes télécommandes changeaient toujours les chaînes. Pour le consommateur, la promesse futuriste était parfaitement intacte, alors même que le système d'ingénierie indépendant qui la soutenait était démantelé au profit de pièces européennes standardisées. Mais la véritable histoire de Nordmend n'est pas seulement celle d'un rachat d'entreprise. C'est l'histoire de la façon dont une marque qui a donné aux téléspectateurs un contrôle absolu et sans précédent sur leurs écrans a fini par perdre le contrôle de sa propre survie. Bienvenue dans European Television Brand Memories. Nous explorons les usines, les ingénieurs, les détaillants spécialisés et les salons qui ont bâti l'âge d'or de la diffusion européenne, et nous découvrons ce qui s'est passé quand ces écrans se sont finalement éteints. Penchons-nous sur la machine qui a changé notre façon de regarder la télévision. L'histoire de Nordman nécessite de comprendre la géographie physique du miracle allemand de l'après-guerre. L'entreprise n'a pas réellement commencé à Brême. Elle a débuté en 1923 à Dresde, fondée par Otto Hermann Mende sous le nom de Radio H. Mende. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'un des plus grands fabricants de radios d'Allemagne. Mais le conflit laissa les usines de Dresde en ruine, et la ville tomba derrière le rideau de fer dans la zone d'occupation soviétique. En 1947, le fils d'Otto, Martin Mende, repartit de zéro. Il s'installa à Brême, situé dans le secteur britannique de l'Allemagne de l'Ouest, et fonda la North German Mende Broadcasting Company, qui devint bientôt simplement Nordmend. Les premières années à Brême furent marquées par la survie et une reconstruction rapide. L'économie ouest-allemande était en pleine expansion et les foyers avaient besoin de radios pour renouer avec le monde extérieur. Dans les années 1950, Nordmend produisait d'élégants récepteurs radio et radiogrammes plaqués bois. C'étaient des meubles lourds, magnifiquement finis, conçus pour dominer une pièce. Lorsque la diffusion télévisée s'est étendue en Allemagne de l'Ouest, Nordmend a appliqué exactement la même philosophie de fabrication. Dans les années 1950 et au début des années 1960, un téléviseur n'était pas un appareil jetable. C'était la pièce maîtresse du salon. C'était un investissement domestique majeur qui coûtait souvent plusieurs mois de salaire. Les familles s'attendaient à ce que le meuble en bois s'harmonise parfaitement avec leur buffet et leur bibliothèque. Elles s'attendaient à ce que l'électronique interne, reposant sur de lourds tubes à vide en verre et d'énormes transformateurs en cuivre, dure une décennie. Nordmend a bâti sa réputation sur cette promesse exacte de durabilité physique. L'usine de Brême s'est développée rapidement pour répondre à la demande intérieure. Des milliers d'ouvriers locaux furent embauchés pour assembler les châssis lourds, souder à la main le câblage complexe et polir soigneusement les meubles en bois avant qu'ils ne soient expédiés aux détaillants spécialisés en électronique dans tout le pays. Dans ces boutiques locales, un téléviseur Nordmend était présenté non pas seulement comme un récepteur d'émissions, mais comme un témoignage de la renaissance ouest-allemande, un ancrage fiable pour les soirées en famille. Mais Martin Mende et ses ingénieurs comprirent que le marché de la télévision approchait d'un changement technologique massif. Le bois et le verre représentaient le passé. L'avenir appartenait au plastique de l'ère spatiale, aux circuits intégrés complexes et à un tout nouveau type d'interaction physique. En 1967, l'Allemagne de l'Ouest commença officiellement la diffusion de la télévision en couleur. L'introduction de la couleur fut un bond technique massif. Le châssis devint plus lourd. Les tensions devinrent plus élevées. La chaleur générée par les composants internes augmenta de façon spectaculaire. Les consommateurs furent soudainement contraints de se familiariser avec la saturation des couleurs, les rapports de contraste et le réglage fin.
Un téléviseur n'était plus seulement une boîte en bois que l'on allumait et que l'on laissait tranquille. Il nécessitait des ajustements. Il nécessitait du contrôle. Nordmend réalisa que le fabricant capable de rendre cette nouvelle technologie complexe intuitive dominerait le marché haut de gamme. La télévision était fermement entrée dans les foyers. Désormais, l'usine devait trouver le moyen de laisser le téléspectateur la commander sans jamais quitter son canapé. La percée n'était pas seulement un écran plus lumineux, c'était un système complet de contrôle. À la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, Nordmend développa agressivement sa série Couleur Spectra et au sommet de son catalogue se trouvaient dans les modèles phares portant le nom de Président. Le Nordmend President n'était pas un téléviseur bon marché. C'était un produit de prestige. Alors que des concurrents nationaux comme Grundig et Telefunken se battaient férocement pour une place dans les vitrines des magasins ouest-allemands, Nordmend cherchait à se distinguer en modifiant la relation physique entre la machine et le téléspectateur. La véritable innovation reposait dans la paume de la main de l'utilisateur. Nordmend fit une promotion intense du télécontrôle. Aujourd'hui, une télécommande de télévision est une baguette en plastique jetable et légère, incluse avec chaque écran bon marché. Au début des années 1970, le télécontrôle était un objet de luxe lourd et futuriste. Avant son introduction, régler la saturation des couleurs, le volume ou la chaîne signifiait traverser le tapis pour tourner des cadrans mécaniques rigides. Le télécontrôle offrait un commandement absolu depuis son fauteuil. Ses premières télécommandes sans fil n'utilisaient pas la lumière infrarouge. Elles utilisaient des ultrasons. Le télécontrôle était souvent un appareil métallique imposant. À l'intérieur, il logeait des tiges métalliques de précision, fonctionnant de fait comme de minuscules diapasons. Lorsque le téléspectateur pressait un bouton mécanique profond, un minuscule marteau interne frappait la tige. Cela produisait un carillon à haute fréquence, totalement inaudible pour l'oreille humaine. À l'intérieur du lourd meuble en bois du Nordmend President, un microphone dédié écoutait exclusivement cette fréquence spécifique. Lorsqu'il enregistrait le carillon silencieux, un synthoniseur motorisé à l'intérieur du téléviseur s'activait physiquement. Un cadran lourd tournait avec un clac mécanique sonore pour changer la chaîne de diffusion. L'expérience sensorielle était extraordinaire. La télécommande ressemblait à un instrument mécanique, offrant une résistance métallique nette sous le pouce. À l'autre bout de la pièce, le téléviseur répondait par sa propre force physique motorisée. C'était magique. Dans les boutiques d'électronique spécialisées, les détaillants indépendants qui dominaient le marché ouest-allemand, ce mécanisme devint l'outil de vente ultime. Un vendeur pouvait se tenir au milieu de la salle d'exposition, pointer la lourde télécommande vers une console président et changer l'image sans toucher au meuble. Cela justifiait immédiatement le prix élevé. Cependant, pour soutenir ce luxe, le système industriel derrière l'écran devait évoluer rapidement. L'usine de Brême devait calibrer méticuleusement le microphone du téléviseur pour ignorer le cliquetis des clés de maison, la sonnerie d'un téléphone ou l'entrechoquement des verres. Autant d'éléments qui pourraient accidentellement déclencher le récepteur ultrasonique. Parallèlement, les techniciens de réparation locaux, habitués jusque-là à simplement remplacer des tubes à vide, devaient maintenant apprendre à entretenir des capteurs acoustiques délicats et des assemblages de syntonisation motorisés complexes. Ce bond technologique créa une faiblesse structurelle cachée. La conception de syntoniseurs motorisés, de récepteurs ultrasoniques et des premiers circuits intégrés nécessitait des budgets de recherche et développement massifs et continus. Le coût d'ingénierie d'un téléviseur haut de gamme montait en flèche. Nordmend était une entreprise ouest-allemande très prospère, mais elle restait essentiellement une entreprise familiale fonctionnant avec des capitaux régionaux. La télécommande prouvait que Nordmend pouvait concevoir l'avenir du salon. Elle n'avait pas encore prouvé qu'une usine familiale pouvait se permettre d'y survivre. Au milieu des années 1970, les installations de Nordmend à Brême étaient un témoignage tentaculaire de la puissance industrielle ouest-allemande. L'usine fonctionnait comme une ville autonome de l'électronique. Les ouvriers enroulaient de lourdes bobines de cuivre pour les transformateurs. Des rangées de techniciens soudaient à la main des cartes de circuit imprimées modulaires en fichables. Un choix de conception spécifiquement destiné à permettre aux réparateurs locaux de remplacer facilement les composants défaillants plutôt que de jeter l'ensemble de l'appareil. Dans des baies spécialisées, des experts alignaient soigneusement les lourds tubes cathodiques, couleurs,
s'assurant que les luminophores brillaient avec une saturation précise. Des ingénieurs en blouse blanche testèrent les récepteurs de télécommande ultrasoniques dans des chambres insonorisées pour garantir qu'ils ne se déclencheraient pas par erreur si un chien aboyait ou si un téléphone sonnait. Les rapports de l'époque indiquent que l'effectif a dépassé les 5000 personnes, produisant chaque année des centaines de milliers de téléviseurs, de radios et de systèmes audio. Le logo Nordmend, une boussole stylisée pointant vers le nord, devint incontournable. Il était illuminé au-dessus des détaillants d'électronique indépendants à Munich, Francfort et Hambourg. Il représentait un type spécifique de fiabilité nationale. Lorsqu'une famille achetait un Nordmend Président, elle n'achetait pas seulement un écran. Elle achetait un système localisé d'ingénierie, de distribution et de services après-vente qui semblait permanent. Si un synthoniseur motorisé se bloquait, un technicien de la boutique locale se rendait au domicile, tirait le lourd châssis vers l'avant et réparait la machine sur le sol du salon. Au foyer, le téléviseur était devenu le pilier indéniable de la vie domestique ouest-allemande. Imaginez un dimanche soir en 1974. Des millions de foyers se réunissaient pour le rituel national du journal télévisé, le Tagesschau, suivi immédiatement par la série policière Tatort. Avant le télécontrôle, la famille m'a resté sagement assise pendant toute l'émission, peu disposée à traverser la pièce pour tourner un bouton en plastique rigide. Désormais, la personne qui détenait la lourde télécommande métallique Nordmend détenait le pouvoir absolu sur la soirée. Cet appareil physique a introduit un tout nouveau comportement culturel, le zapping. D'une pression ferme du pouce et d'un clic mécanique, un téléspectateur pouvait éviter une publicité ou basculer instantanément entre les chaînes disponibles. La télévision n'était plus une émission unidirectionnelle qu'une famille recevait passivement. C'était un menu qu'elle contrôlait activement. Le bruit motorisé du synthoniseur interne devint la bande sonore d'un consommateur nouvellement investi de pouvoir. Ce niveau de luxe reposait entièrement sur la base industrielle massive opérant à Brême. Chaque résistance mécanique de la télécommande, chaque décision acoustique et chaque carte de circuit imprimée était conçue par des personnes qui comprenaient les exigences spécifiques du marché ouest-allemand. Si cet écosystème industriel disparaissait, les ingénieurs locaux qui décidaient méticuleusement de l'apparence, du toucher et de la sonorité d'un téléviseur seraient remplacés par des décisions de réduction des coûts standardisés prises dans des salles de conseil étrangères ou sur des lignes d'assemblage sous-traitées. Pendant une courte période, Nordmend sembla invincible. La marque exportait massivement, imposant le respect en Scandinavie et en Italie. Ils introduisirent des touches électroniques tactiles élégantes sur le châssis du téléviseur. Ils commencèrent à explorer les premières télécommandes infrarouges pour remplacer les lourds diapasons ultrasoniques, passant des marteaux acoustiques à des impulsions lumineuses silencieuses. Les meubles en bois s'aplatirent, adoptant des lignes géométriques qui correspondaient parfaitement à l'esthétique moderniste de la décennie. Mais derrière les lignes d'assemblage bourdonnantes, la réalité financière évoluait rapidement. La transition vers la diffusion couleur avait déjà épuisé les réserves de capitaux de nombreux fabricants européens. Désormais, une nouvelle menace structurelle arrivait. Des concurrents japonais comme Sony et Panasonic commençaient à cibler agressivement le marché européen. Ces géants asiatiques opéraient à une échelle mondiale fondamentalement différente. Ils fabriquaient leurs propres tubes cathodiques. Ils produisaient leurs propres puces en silicium. Ils disposaient de budgets de recherche et développement continu qui éclipsaient ceux des entreprises régionales ouest-allemandes. Martin Mann et son conseil d'administration observèrent l'évolution du paysage. Ils virent l'augmentation des coûts de la microélectronique avancée nécessaire pour rendre les téléviseurs plus intelligents. Ils virent les prix agressifs des téléviseurs importés qui offraient une fiabilité égale ou supérieure dans des boîtiers plus légers et plus efficaces. Le calcul devenait irréfutable. Concevoir, fabriquer et entretenir un téléviseur motorisé haut de gamme dans une seule ville d'Allemagne de l'Ouest devenait financièrement impossible pour une entreprise familiale indépendante. La marque était à l'apogée absolu de sa puissance culturelle, juste au moment où les fondations industrielles sous ses pieds commençaient à se fissurer. La première fissure ne ressemblait pas à l'effondrement d'une usine. Elle ressemblait au bruit d'un technicien de maintenance dévissant un panneau arrière. Au début des années 1980, un technicien local rendant visite à un foyer ouest-allemand
écarta du mur un téléviseur Normand fraîchement acheté pour effectuer un entretien de routine. Lorsqu'il retira le boîtier arrière, il s'attendait à trouver le châssis familier et lourd conçu à Brême. Il s'attendait au module enfichable méticuleusement organisé que les ingénieurs de Normand avaient conçu spécifiquement pour que les boutiques locales puissent les réparer rapidement. Au lieu de cela, il trouva une carte de circuit imprimée générique et standardisée. C'était exactement la même plateforme que celle d'un téléviseur français Thomson et la même carte alimentant un Telefunken fabriqué à Berlin. Le meuble extérieur, l'interface et le cadre en plastique portaient toujours le logo de la boussole Normand. Le consommateur regardant l'écran n'avait aucune raison de soupçonner que quoi que ce soit avait changé. Mais la machine physique à l'intérieur n'était plus allemande. Cette substitution de composants était la conséquence différée d'une reddition corporative. En 1977, Martin Mende et son conseil d'administration avaient étudié les mathématiques écrasantes du commerce mondial de l'électronique. La transition vers la microélectronique avancée, la syntonisation numérique et les tubes cathodiques plus plats nécessitaient des capitaux qu'une entreprise familiale régionale ne pouvait tout simplement pas générer. Pour sauver l'entreprise, la famille Mende vendit une participation majoritaire à Thomson Brandt, un conglomérat français massif soutenu par l'État. Pendant quelques années, l'illusion de l'indépendance ouest-allemande fut soigneusement maintenue. Le complexe industriel massif de Brême continuait de bourdonner. Les détaillants spécialisés continuaient de proposer la marque comme un choix national haut de gamme. Thomson construisait une forteresse européenne, regroupant rapidement Normand, Saba et Telefunken sous une même ombrelle parisienne pour repousser l'invasion étrangère. Mais la pression des fabricants asiatiques comprimait rapidement les prix des téléviseurs sur tout le continent. Des concurrents comme Sony et Panasonic opéraient sur un plan structurel totalement différent. Ils étaient farouchement intégrés verticalement. Ils ne se contentaient pas d'assembler des pièces achetées. Ils fabriquaient leurs propres puces en silicium, produisaient leurs propres tubes cathodiques et optimisaient les chaînes d'approvisionnement mondiales. Un téléviseur européen qui justifiait autrefois facilement un prix élevé se voyait soudainement concurrencé par un écran importé offrant une fiabilité égale, souvent dans un châssis plus léger et plus efficace. Les dirigeants de Thomson examinèrent leur portefeuille nouvellement acquis et réalisèrent que financer 3 départements d'ingénierie ouest-allemands distincts pour produire 3 téléviseurs différents et concurrents était un suicide financier. La seule défense contre l'échelle mondiale était une consolidation interne extrême. En imposant une dépendance vis-à-vis des composants, Thomson dépouilla discrètement Normand de son autonomie en ingénierie. Les conceptions de châssis régionaux, lourds et uniques, furent progressivement abandonnées au profit de plateformes électroniques pan-européennes partagées, conçues uniquement pour réduire les coûts de fabrication. Le nom Normand était lentement réduit à une stratégie marketing. Et dès qu'un châssis de télévision devient une pièce générique partagée, l'usine spécialisée qu'il a initialement inventée perd sa raison d'être. Dès qu'un châssis de télévision devient une pièce générique partagée, l'usine spécialisée qu'il a initialement inventée perd sa raison d'être. Si un téléviseur Normand, un Saba et un Thomson nécessitent tous des cartes électroniques internes identiques, ils n'ont pas besoin d'être construits dans 3 pays différents. Ils peuvent être regroupés sur une seule ligne d'assemblage hautement automatisée. Les complexes de fabrication massifs de Brême ont été lentement rendus redondants. Ce ne fut pas une faillite soudaine et spectaculaire qui fit les gros titres. Ce fut un démantèlement progressif et agonisant. Les rotations de production furent régulièrement réduites. La fabrication des composants fut déplacée vers des usines centralisées de Thomson à travers l'Europe ou entièrement sous-traitée à des fournisseurs externes en Asie. La conséquence humaine fut dévastatrice pour l'économie locale. Des milliers d'emplois spécialisés disparurent tout au long des années 1980. Les ingénieurs en acoustique qui avaient perfectionné les télécommandes ultrasoniques n'étaient plus nécessaires. Les techniciens qui alignaient méticuleusement les lourds tubes cathodiques couleurs furent remplacés par des chaînes logistiques mondiales. Au même moment, le paysage de la vente au détail changea violemment. Les boutiques d'électronique spécialisées ouest-allemandes, qui avaient défendu Normand pendant des décennies, perdaient du terrain face aux immenses hypermarchés de discount. Ces grandes chaînes de distribution se souciaient du volume
et des marges bénéficiaires, pas de l'ingénierie locale. Il leur devenait de plus en plus difficile de justifier le prix élevé d'un appareil Normand auprès de consommateurs qui réalisaient que les composants internes étaient impossibles à distinguer d'une alternative moins chère située dans le rayon d'à côté. Le réseau de réparation locale de confiance s'effondra également. Les techniciens indépendants ne réparèrent plus de machines uniques de Brême. Ils échangèrent des cartes de circuit imprimées génériques. Bientôt, même ces cartes de remplacement modulaires devinrent difficiles à obtenir auprès du conglomérat. Lorsqu'un téléviseur importé complet devint moins cher à remplacer qu'une carte de circuit imprimée européenne, les réparateurs locaux fermèrent définitivement leurs portes. À la fin des années 1980, les lignes de production historiques de Brême étaient silencieuses. La marque Normand continuait d'exister sur les étagères des magasins. Thomson repositionna le nom purement comme un actif marketing au sein de son portefeuille d'entreprise, tentant occasionnellement de le vendre comme une alternative jeune et axée sur le design. Mais c'était du marketing, pas de la fabrication. La fracture finale se produisit lors du saut technologique des tubes cathodiques lourds aux écrans plats à cristaux liquides, LCD. Les lourds tubes de verre qui avaient historiquement nécessité un assemblage régional furent remplacés par des panneaux minces et légers qui pouvaient être expédiés dans des conteneurs standards depuis l'autre bout du monde. Thomson finit par se retirer lui-même du marché grand public de la télévision, incapable de rivaliser avec l'échelle colossale des nouveaux géants de la fabrication de panneaux LCD en Corée du Sud et à Taïwan. Le nom Nordmend fut vendu. Il fut licencié à divers distributeurs mondiaux. Il fut échangé par des sociétés de portefeuille. Il fut appliqué à des écrans plats, importés génériques. Il fut complètement coupé de ses origines. La transition s'acheva. Les ingénieurs rentrèrent chez eux. Les lourds moteurs de syntonisation s'arrêtèrent. Les outils spécialisés furent mis en caisse. Les lignes d'assemblage furent démantelées. Les bâtiments en briques furent vidés. L'emblème familier survécut. Le système derrière lui se brisa. Aujourd'hui, l'entreprise Normand originale n'existe plus. Les complexes industriels tentaculaires de Brême, qui employaient autrefois des milliers d'ouvriers locaux pour enrouler des bobines de cuivre et assembler de lourds meubles en bois, ont été progressivement reconvertis ou démolis. Ils ont été discrètement absorbés par les parcs industriels modernes de la ville. Le conglomérat français Thomson, s'étant plus tard rebaptisé Technicolor, a fini par quitter complètement le marché de la télévision grand public, incapable de lutter contre l'échelle colossale de la fabrication moderne d'écrans en Asie. La marque Normand a pourtant survécu à l'effondrement de ses propres usines. C'est désormais une propriété sous licence, échangée par des sociétés de portefeuille internationales. Si vous entrez aujourd'hui dans certains magasins d'électronique européens, vous pouvez encore trouver des téléviseurs à écran plat, arborant le logo familier de la boussole stylisée. Mais ces appareils modernes n'ont aucun lien physique avec Brême et aucun lien historique avec Martin Mande ou ses ingénieurs. Ils sont fabriqués par des fournisseurs mondiaux d'équipements d'origine, OEM, souvent assemblés en Europe de l'Est ou en Asie à partir de pièces importées génériques. Ce sont des écrans minces et jetables portant un masque historique. Pourtant, dans la communauté de l'électronique ancienne, le véritable héritage de Normand est farouchement protégé. Les restaurateurs, les archivistes et les collectionneurs de rétrotechnologie recherchent activement les consoles Spectra encore existantes et les premiers modèles de prestige président. Ils ne les collectionnent pas parce que la qualité de l'image analogique est supérieure à celle d'un écran numérique haute définition moderne. Ils les collectionnent pour la présence physique de la technologie. Lorsqu'un technicien ouvre aujourd'hui un châssis Nordmand des années 1970 survivant, il y trouve des transformateurs lourds et surdimensionnés. Il trouve les cartes de circuit imprimées en fichables méticuleusement organisées, qui ont été explicitement conçues pour qu'un réparateur local puisse réparer une panne dans un salon, plutôt que de forcer une famille à jeter l'appareil. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une réalité matérielle. Les téléviseurs construits à Brême étaient conçus avec l'hypothèse fondamentale qu'un professionnel qualifié les entretiendrait pendant une décennie. Les téléviseurs sous licence d'aujourd'hui sont conçus avec l'hypothèse qu'ils seront jetés dès qu'une seule carte générique tombera en panne. L'artefact survivant le plus puissant de cette ère industrielle perdue est la télécommande elle-même. Si vous trouvez un télécontrôle Nordmand original aujourd'hui, son poids physique est choquant.
On dirait un outil mécanique substantiel, et non un morceau de plastique creux. C'est un rappel permanent du moment précis où la télévision a cessé d'être un meuble passif en bois pour devenir une machine complexe qu'un téléspectateur pouvait commander activement. Curieusement, parce que ces premières télécommandes reposaient sur des diapasons ultrasoniques physiques plutôt que sur des impulsions infrarouges électroniques, beaucoup d'entre elles fonctionnent encore parfaitement aujourd'hui sans jamais avoir besoin de piles, survivant à l'entreprise même qui les a fabriquées. Nordman ne s'est pas contenté de construire des écrans de verre. Pendant 3 décennies, ils ont construit le système d'ingénierie complet qui a permis aux consommateurs ouest-allemands de conquérir le salon. Aujourd'hui, quelque part, un collectionneur est assis dans une pièce calme et saisit un lourd bloc de métal conçu en 1973. Il presse le bouton profond et résistant. Il y a un cliquetis mécanique net dans la main. Et à l'autre bout de la pièce, le lourd synthoniseur motorisé d'un Norman président rescapé se met en place, obéissant fidèlement à une commande silencieuse et ultrasonique provenant d'une usine qui n'existe plus. À bientôt dans la prochaine vidéo.